Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on va voir l'aspect clinique et paraclinique de l'endocardite infectieuse ou de l'endocardite bactérienne comme suite. Donc, les signes. Donc, maintenant, vous allez voir, bien, vous allez retenir la phrase qu'on a déjà dit précédemment. Faites attention. La fièvre, toute fièvre chez un patient qui est déjà connu, valvulopathe, donc c'est une endocardite bactérienne ou endocardite infectieuse jusqu'aux preuves du contraire. Donc, le premier signe là que vous allez rechercher, c'est la fièvre. Donc, les signes cliniques de l'endocardite bactérienne, ils sont variables selon le germe causal et selon la cardiopathie préexistante. J'espère que vous avez noté les trois grades de gravité, ou bien les patients à haut risque, moyen risque et faible risque. La fièvre, elle est évocatrice lorsqu'elle survient, la phrase qu'on a déjà citée, chez un patient déjà valvulaire connu. Donc c'est pour cela qu'on dit, toute fièvre, ça c'est à retenir, toute fièvre prolongée chez un cardiaque, elle est considérée comme endocardite bactérienne jusqu'aux preuves du contraire. Ça, c'est le terme à retenir. Ça, c'est la phrase à retenir. Donc, si on vous pose toujours dans un contexte clinique un patient déjà connu cardiopathe ou valvulopathe qui a une fièvre prolongée, c'est une endocardite bactérienne jusqu'aux preuves du contraire. Vous allez administrer votre traitement selon le germe incriminé. Vous n'allez pas amuser à poser un autre diagnostic. Cette endocardite peut être mortelle. Les autres signes, donc l'auscultation. Donc à l'auscultation, vous allez noter ou bien l'association d'un souffle et une fièvre. Elle va évoquer aussi cette endocardite bactérienne. Pourquoi on a ce souffle? La réponse est en atomopathologie. On a vu qu'il s'agit des végétations qui sont constrictives. Donc ils vont causer la restriction de la lumière des valves. Ça va poser un trouble de circulation ou bien de flux sanguin et ça va faire retentir sur le plan auscultatoire comme un souffle. Donc fièvre, elle est due à l'infection, la réaction inflammatoire. Le souffle, il est dû à quoi? Il est dû aux végétations. Ces végétations vont faire un obstacle au découlement des sangs et ça va être interprété auscultatoirement par un souffle. Aussi, l'augmentation d'intensité d'un souffle qui a été antérieurement préexistant ou bien l'apparition d'un souffle chez un patient qui n'a pas eu ce dernier, donc elle est très évocatrice d'une endocardite bactérienne. Donc les deux premiers signes que vous allez déceler, la fièvre, surtout chez un patient cardiopathe qui a une insuffisance surtout aortique, et patient à très haut risque. Deuxièmement, le souffle qui est dû à la végétation. Donc ça, premièrement, à l'examen physique. Toujours dans l'examen physique, vous allez noter aussi, donc ça c'était les signes cardiaques. Maintenant, les signes extracardiaques. Donc pour les signes cardiaques, c'était le souffle. Pour l'état général, c'était la fièvre. Pour les signes cutanéo-muqueux ou extracardiaques, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à un phénomène vasculaire et immunologique. Comme ces signes, on cite, donc vous êtes censé garder ces signes-là, le faux panaride oculaire premièrement, l'érythème hémorragique palmaire ou plantaire de Janeway, et faites attention à la complication auriculaire qui est les taches de Roth. Donc, trois majeurs signes extracardiaques. Donc, premièrement, le faux panaride oculaire. Donc, les signes extracardiaques, je répète, sont cutanéo, comme vous voyez là, et muqueux. Donc, le voilà. Une tache ou bien un faux panaride oculaire associé à une lésion ou un érythème cutané de Janeway. Donc, pour le panaride oculaire, donc c'est une nodosité. Notez-vous bien ce terme, qui est douloureuse si on vous pose la question. Gardez-vous l'aspect et les critères de chaque lésion. Donc, premièrement, le faux panaride oculaire, c'est une nodosité douloureuse. Elle se situe au niveau de la pulpe, de la phalange des doigts ou des orteils. Donc, peut survenir soit sur le membre supérieur ou le membre inférieur. Donc, c'est une nodosité premièrement. Ce n'est pas une lésion plane. Faites attention. C'est pour cela qu'on dit que c'est un faux panaride. Toujours, on revient à l'infectiologie. Donc, nodosité douloureuse située au niveau de la pulpe, de la phalange et des doigts et des orteils. Là, voilà un faux panaride oculaire. La deuxième lésion, donc là, toujours, c'est un faux panaride qui est situé au niveau plantaire. Donc, là, c'est une nodosité oculaire située dans la luxe, bien au niveau de première phalange. Deuxièmement, c'est l'érythème de Janeway. Donc, le voilà un érythème de Janeway qui est palmaire, donc situé au niveau de la paume de la main.
ou bien ce dernier peut être P2. Donc on parlera d'un érythème hémorragique de Janeway qui est plantaire. Là, c'est un érythème de Janeway situé sur la face plantaire du pied. Donc ça, c'était les signes cutanés. Donc pour les signes cutanés, c'est le faux panari d'Osler et l'érythème hémorragique de Janeway. Il s'agit aussi, faites attention, des lésions cutanées. On avait dit que le terme, on a associé le terme cutanéo-muqueux. Donc si on vous pose la question, pas seulement cutané, vous pouvez avoir des lésions au niveau du muqueuse. L'exemple là illustré dans l'illustration, c'est un érythème, on dit, avec un centre blanc. Donc situé dans la cavité buccale. Donc faux panari d'Osler, érythème hémorragique peut être soit plantaire, soit palmaire, avec des taches péticiales au niveau de la cavité buccale. On dit que c'est un érythème à fond blanc ou bien à centre blanc. Et donc là voilà toujours un faux panari d'Osler dans votre support situé au niveau de la luxe. Donc soit le membre supérieur, soit le membre inférieur. Pas seulement un. Et d'autres lésions donc peuvent être oculaires. Donc le voilà ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, c'est la tache de Roth qui peut être visualisée au fond d'œil. Donc si on vous pose la question, le signe majeur pour l'altération de l'état général, c'était la fièvre, premièrement. Le signe cardiaque majeur, c'était le souffle. Les signes extracardiaques qui sont cutaneux, muqueux. Donc premièrement, sur le plan cutané, le faux panari d'Osler, l'érythème de Janeway et la tache de Roth et avec l'érythème à fond blanc au niveau de la cavité buccale. Donc ce sont des pétichés avec un centre blanc, le plus souvent localisé au niveau des conjonctifs. Donc lorsque ces dernières sont situées au niveau des conjonctifs, on dit qu'il s'agit de taches de Roth, ou bien peuvent être à l'intérieur de la muqueuse buccale, comme on avait vu dans les plaques précédentes. Donc, devant ces taches de Roth, donc vous avez posé votre diagnostic. Qu'est-ce que vous allez faire après cet examen clinique? Donc, c'est souligné et c'est très important. Rechercher la porte d'entrée, elle est obligatoire. Pourquoi on recherchera de cette porte d'entrée? Pour déterminer de quel type de pathogène ou bien quel est le germe impliqué. Est-ce qu'il s'agit du staphylo ou bien est-ce qu'il s'agit du streptocoque? Pourquoi? Vous allez voir, la thérapeutique, elle diffère selon le germe. Si vous avez une porte d'entrée souvent ORL, comme on a vu précédemment, c'est le strepto. Mais s'il s'agit d'un cathéter, des infections nosocomiales, des terrains de toxicomanie, donc vous allez penser au staphylocoque. J'espère que vous avez cité ça dans la partie précédente. Donc vous allez finir votre examen physique avec la recherche de la porte d'entrée qui est, notez-vous bien ce terme-là, obligatoire. Donc dans votre conduite à tenir. J'espère que c'est clair jusqu'au-là pour les signes cardiaques et extracardiaques. Maintenant, on va passer aux examens complémentaires ou à la paraclinique. Donc la clinique, c'était 3 signes majeurs qui sont très faciles. Maintenant, pour la paraclinique, le premier examen, donc si on vous pose la question, quel est l'examen paraclinique à faire ou à administrer? Premièrement, devant une endocardite bactérienne, l'examen premièrement de première attention, c'est les hémocultures. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réaliser 3 prélèvements à 1 heure d'intervalle avec un antibiogramme qui est obligatoire. Pourquoi? Pour choisir l'antibiotique qui se fait de façon systémique. Je répète, après que vous avez vu, ou bien que vous avez noté l'aspect clinique ou bien les lésions élémentaires, soit cardiaques ou extracardiaques, votre conduite après la recherche de la porte d'entrée, c'est une hémoculture avec un antibiogramme de façon systématique pour identifier le germe. Qu'est-ce que vous allez noter dans cette hémoculture? Vous allez noter aussi, comme d'autres examens biologiques, un syndrome inflammatoire biologique. Si on vous pose la question, là voilà toujours une hémoculture. Vous allez noter un syndrome inflammatoire biologique qui se manifeste par une accélération de la vitesse de sédimentation. Si on vous pose la question, donc, vous allez répondre. Les données paracliniques vont revenir. Un syndrome inflammatoire, accélération de la vitesse de sédimentation supérieure à 50 minutes pour la première heure. Vous allez noter, donc là, c'est la vitesse de sédimentation qui est augmentée. Vous allez noter aussi une hyperleucocytose et une anémie d'origine inflammatoire.
Et vous pouvez noter une hypergamma-globulinée dans l'électrophorase des protéines sériques. Donc les examens paracliniques, si on récapitule, hémoculture, bilan inflammatoire qui comprend 3 éléments, la vitesse de sédimentation, une hyperleucocytose dans la numération en formule sanguine et une hypergamma-globulinée dans le 3e examen qui est l'électrophorase des protéines sériques. Donc on insiste toujours sur la voie sanguine. Pourquoi? Ces germes-là, ils sont hématogènes, donc surtout le staphylo. Aussi, vous pouvez noter un syndrome immunologique. Donc si on vous pose la question, tout ça c'est de l'aspect paraclinique, qui se manifeste par une hématurée, ce que vous voyez à gauche toujours dans l'illustration, ou bien une protéinurie, ou bien l'existence de complexes humains dans les urines. Tout ça, on dit, on associe à cette triade le syndrome inflammatoire. Donc vous avez l'hémoculture, rechercher le germe, la triade, la deuxième triade qui est le syndrome inflammatoire, et la troisième triade qui est le syndrome immunologique. Maintenant, on passe à l'examen clé qui est comme les valvulopathies, l'échocardiographie ou bien l'écho-Doppler. Donc, ne confondre pas avec un examen de première intention qui a été l'hémoculture pour rechercher le germe en cause. Et l'examen de certitude ou bien l'examen capital, c'est ce dernier qui va nous permettre de poser le diagnostic avec certitude. Donc, on a deux modalités dans cette échocardiographie ou bien cette écho-Doppler. On a premièrement ce que vous voyez à gauche dans l'illustration qui est l'échographie transthoracique, bien l'ETT, ou bien deuxièmement l'échographie transœsophagienne. Et c'était cette deuxième, surtout si le patient il est obèse ou bien ce patient il est hypoéchogène. Donc il s'agit d'une indication à l'ETO qui est l'échographie transœsophagienne. Donc si on vous pose la question, quels sont les examens de certitude? Vous avez deux. Un ETO, examen transœsophagien qui est plus sensible. Et aussi vous pouvez cocher l'ETT ou bien l'échographie transthoracique qui restera aussi un examen capital mais moins sensible que l'ETO. L'échographie, donc soit thoracique soit transœsophagienne, va nous permettre de mettre en évidence premièrement les végétations. Et là voilà une végétation bien visualisée au niveau de l'échographie. Voir cette végétation, préciser leur siège, leur taille et leur mobilité. Est-ce que cette dernière elle est mobile et qui signe de gravité? Cette dernière peut causer une embolie systémique. On va voir ça dans les complications. Elle va nous permettre aussi de déceler s'il s'agit d'une destruction valvulaire, surtout aortique. Je répète, l'insuffisance aortique souvent causée par cette endocardite bactérienne. Ce patient peut nécessiter, comme vous allez voir, comme traitement une prothèse aortique. Donc, est-ce qu'il s'agit des destructions valvulaires? Est-ce qu'il s'agit des fuites, une insuffisance aortique? Et les complications, donc telles qu'un abcès. Donc, si on vous pose la question, parmi les complications de l'endocardite bactérienne, vous pouvez citer l'abcès, vous pouvez citer l'anévrisme, vous pouvez citer, on va voir ça dans les plaques suivantes, la mobilisation de cette végétation ou bien l'embolie systémique, la destruction des valves. C'est pour cela qu'on avait dit au début de ce cours, c'est une pathologie grave sur le plan fonctionnel et même peut être fatale sur le plan vital ou bien pronostic vital du patient. Donc si on résume, l'examen de choix, c'est l'échographie transthoracique ou bien mieux que ça, l'échographie transœsophagienne si l'indication est là. Et c'est l'examen de choix permet de visualiser les végétations, les lésions valvulaires et même les complications. Ce dernier, c'est l'examen de choix au niveau d'une endocardite bactérienne. Toujours les végétations, visualisez. J'espère que vous pouvez maintenant déceler ça. On avait vu ça dans les valvulopathies. On est en train de le revoir dans notre deuxième cours, dans les endocardites. Là toujours, vous voyez des végétations qui sont situées donc entre l'oreillette droite et le ventricule droite. R c'est pour right, toujours l'échographie. Maintenant, on va voir les critères de gravité, bien les critères de diagnostic. Donc pour poser le diagnostic, je répète, on ne doit pas toujours avoir la porte d'entrée pour poser le diagnostic. Pour poser ce diagnostic, on a les critères majeurs et des critères mineurs que vous êtes censé bien sûr de les garder par cœur. Donc commençons premièrement par les critères majeurs. Premier critère majeur,
c'est l'hémoculture positive à 2 prises, ou bien 2 reprises à un intervalle de 1 heure. Et bien sûr, un critère majeur, ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, les signes échocardiographiques qui est la présentation de végétation, d'un abcès ou d'une insuffisance valvulaire récente. Donc les deux examens, l'examen de première intention et l'examen de choix, se manifestent ou bien représentent les critères majeurs de diagnostic. C'est l'hémoculture et l'écho-cœur. Et les critères mineurs sont, vous allez déceler ça dans votre interrogatoire, comme on a vu dans la partie précédente. Donc, la prédisposition, si ce patient il est cardiopathe, surtout des prothèses aortiques. La notion de toxicomanie et injection intraveineuse en cas de staphylocoque. Une fièvre qui est supérieure à 38 degrés. La fièvre, je répète le terme toujours, s'il s'agit d'une fièvre chez un patient déjà connu, cardiopathe ou valvulopathe, c'est une endocardite bactérienne. On répète toujours cette phrase jusqu'aux preuves du contraire. Ça, c'est à retenir. Les critères mineurs aussi, donc les phénomènes vasculaires, l'érythème de Janeway qui peut être plantaire ou palmaire, le phénomène immunologique, le syndrome immunologique, une hémoculture positive, mais sans réunir les critères majeurs, et une échographie compatible avec une endocardite bactérienne, mais sans réunir les critères majeurs. Donc les critères majeurs, je répète, l'hémoculture, l'existence de végétation, l'abcès, l'insuffisance valvulaire, et les autres critères mineurs, c'est le reste qu'on avait dit dans la partie clinique, les portes d'entrée, l'interrogatoire, les signes généraux cardiaques, extra-cardiaques. Maintenant, je demande votre attention pour poser le diagnostic d'une endocardite bactérienne. C'est une question fréquemment posée. Dans un contexte clinique, il faut, ça aussi est à retenir, 2 critères majeurs. Premier cas, donc si vous avez hémoculture positive à 2 reprises d'un intervalle d'une heure, avec une végétation que vous voyez là claire et nette dans l'échocardiogramme, donc le diagnostic il est posé directement d'une endocardite bactérienne. Premier cas, qui est le plus sûr. Deuxième cas, vous pouvez poser le diagnostic d'une endocardite bactérienne avec un des critères majeurs en association de 3 critères mineurs. Par exemple, si vous avez des hémocultures positives en association avec de la fièvre par exemple, l'érythème de Janeway, le faux panaré d'Osler, les signes cutanés, un syndrome inflammatoire, un syndrome immunologique. Donc 3 critères mineurs avec un des critères majeurs et vous pouvez poser votre diagnostic aussi d'endocardite bactérienne. Troisième cas aussi, donc ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, 5 critères mineurs. Faites attention à ça. Si vous avez 5 critères mineurs, même en absence de porte d'entrée, même en absence des hémocultures à 2 prises d'intervalle, même s'il s'agit d'absence de signes, pas de végétation, pas d'abcès, pas d'insuffisance valvulaire, donc vous allez poser aussi, faites attention, votre diagnostic d'endocardite bactérienne et vous allez administrer l'antibiothérapie adéquate. On ne veut pas jouer, donc on ne joue pas à poser d'autres diagnostics. Les lésions là sont irréversibles, surtout au niveau des valves, sur le plan fonctionnel. Et faites attention aux complications, surtout l'embolie systématique, elles peuvent être mortelles. Donc ce qui est à retenir dans cette partie, donc là, dans la partie clinique, donc les critères majeurs à retenir par cœur, les critères mineurs aussi à retenir, et les 3 conditions pour poser le diagnostic. On répète toujours 2 critères majeurs, un critère majeur plus 3 critères mineurs, ou bien 5 critères mineurs qui sont suffisants de poser le diagnostic. Je répète toujours, la porte d'entrée c'est pas obligatoire, les 2 critères majeurs sont pas obligatoirement doivent être présents pour poser le diagnostic. 5 critères mineurs sont suffisants pour vous poser, ou bien pour poser un diagnostic d'endocardite bactérienne si on vous pose le contexte, ou bien cette question dans un contexte clinique. Donc on arrêtera là. On va continuer dans la 3e et la dernière partie où on va voir les complications, l'évolution et le traitement de l'endocardite bactérienne. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.